cynique, brisez les tabous. Brisez les tabous. Brisez les tabous. Serge Grenier fut l'un des instigateurs de l'humour absurde. Marc Favreau, alias Sol, lui donna ses lettres de noblesse. Marc Labrèche y ajouta une bonne dose d'impertinence. Et Claude Meunier, avec La Petite Vie, porta le genre à d'incroyables sommets de popularité. Tu marches, puis un pas à droite, t'es dans la raison, puis un pas à gauche, t'es dans la folie. Ça repose sur la distance entre le réel et l'irréel. Ça naît dans les catacombes, ça naît dans des petits clubs. Comme disait Cocteau, rien n'est d'autre qu'un dictionnaire dans le désordre. Ben c'est ça. Vous allez m'éliminer cet espion? Vous allez m'éliminer ce Canadien français? Vous allez m'éliminer le Canadien français? Car le Führer l'exige. Nous devons nous débarrasser de cet espion qui nous mène à la ruine. C'est nous qui gagnerons la guerre. Heil Hitler! L'engouement pour l'humour absurde au Québec est initié par un mouvement appelé T-pop. La population en général, elle, était de culture plus américaine que française. Et on avait un besoin certain de réconcilier les deux. Alors, le pop art avait cours aux États-Unis et on s'est dit on pourrait nous aussi avoir notre art populaire, notre pop art. Et on s'est dit, dans le fond, ça serait peut-être du T-pop art. Après tout, il y a T-Jean, T-Pierre, T-Paul. On avait une tradition du genre. Le film X13, une création des Cyniques et de Jacques Godbout, s'inscrit tout à fait dans la philosophie T-pop. On y parodie une collection de romans d'espionnage des années 40 écrits par Pierre Daigneault. La raison pour laquelle 25 ans plus tard, ou même 27 ans maintenant, les gens, on revoit la télévision régulièrement, tous les trimestres ou à peu près, X13, c'est parce que c'est nous qui passons à travers ça. Les gens se reconnaissent et en même temps, ils rient parce que c'est tellement ridicule. Je veux dire, on n'était pas comme ça, mais on l'était un peu aussi. Je pense, moi, que celui qui avait une compréhension réelle de tout ça, c'était le réalisateur, c'était Jacques Godbout, qui nous disait d'ailleurs, quand on jouait juste à quelques moments, il disait, écoutez, reprenez la scène. Mais on a su par la suite que ce qu'il voulait, c'est qu'on joue auditif plutôt que visuel. C'est-à-dire, on joue grande phrase. X13, je voudrais vous dire ceci. Plutôt que de dire X13, je voudrais vous dire ceci, qui serait normal. Non, il fallait être emphatique. C'était du ridicule emphatique. Le texte, c'est plein d'emphases inutiles. Ça devient complètement absurde, farfelu. Louise Forestier, là-dedans, est drôle. Il y a des affaires, des perles incroyables dans ce film-là. Et évidemment, les cyniques étaient là et faisaient de l'humour absurde avant, et de l'humour très critique, socialement, tout ça. C'est donc un film de collaboration. Les cyniques y ont collaboré. Ils y ont collaboré un peu au scénario, dans un autre au dialogue, beaucoup dans l'esprit. Monsieur 13, oh Monsieur 13, j'aimerais ça avoir votre autographe. Oh, je vous en prie, mon ami. Excusez-moi. C'est pour qui? C'est pour Ginette. Ah bon, c'est votre fille. Non, c'est moi. Il y avait, le héros principal, X13, était un beau grand garçon qui résistait, à qui rien ne résistait, et qui était au service de l'Angleterre. Alors déjà, un Canadien français au service de la reine, au service de l'Angleterre, c'était s'ennoblir. Sa fiancée était une Française. Alors, ça aussi, c'est pas mal de penser que dans la mythologie, une Française comme épouse, mais qui est toujours un peu chiante, mais quand même que l'on peut soumettre, faisait partie encore du personnage. Il avait toutes les qualités et pouvait, chaque fois qu'il allait se reposer sur le bord d'un lac dans le Nord, dans les Laurentides, il pouvait recevoir un coup de fil et partir dans 5 minutes, sauver le monde. Je pense que c'était ce que tout garçon de 15 ans rêvait d'être. Quand il l'a fait en 71, il voulait représenter d'une façon emphatique, d'une façon ridicule, d'une façon exagérée, un Québec, ou des gens du Québec des années 50-60. Mon os, c'est tabarnak, tu vas manger ma main en face, m'a t'enfourré une claque, m'a cassé
les deux échasses, mon colis de baveux, y'a plus personne pour me tenir. J'ai mon morveux, tu vas payer, puis tu partir. Quand Godbout nous a dit, j'ai dit, comment tu fais pour écrire une chanson semblable? Ben, il dit, écoute, je suis allé à la lutte, puis j'ai prenais ce que les gens criaient aux lutteurs. Mon hostie de tabarnak, tu vas manger ma mère en face. Et toute cette chanson-là est bâtie sur... Donc, moi, je crois que l'absurdité naissait de la réalité. Si Marcel Saint-Germain n'avait pas été dans ce film, on n'aurait pas eu une merveilleuse séquence avec les nains, Sky Lolo et l'autre, là. Parce que, bon, avoir Marcel Saint-Germain et pas le faire chanter de l'opéra, ça aurait été un gaspillage. Arrêtez-moi, ou je fais ce malheur. Bordel de bouillabaisse, je m'en vais vous prouver que je n'ai pas peur, que je n'ai pas peur, que je n'ai pas peur, pas peur, pas peur, pas peur, pas peur, pas peur, pas peur. Faites de l'air, faites de l'air, faites de l'air. C'était l'humour qui venait des cyniques et qui était passé par une sorte de tamis qui était X13, qui les avait transformés, mais qui avait permis cette espèce d'approche de parodie qui devenait l'absurde du monde qui nous entourait. X13, Saint-Saëns de Chip, Duchesse. Si vous écoutez la chanson X13, in extenso, vous avez là des petits gestes quotidiens et des goûts de consommateurs des Québécois de l'époque. Mais je dirais même de l'époque des années 40-50. La réglisse, un May West, une orange croche, puis mal tu changes dans ma sacoche. Merci. Serge Grenier, quant à lui, a inspiré toute une génération d'humoristes qui, dans les années 70, ont développé l'humour absurde. Serge Grenier est un type cynique. Non seulement parce qu'il appartenait aux cyniques, mais parce qu'il est de nature cynique, avec un côté pince sans rire. Et il avait entrepris, je pense, avec sa caméra, de faire une collection d'affiches, d'imageries, même de termes utilisés souvent à l'envers ou en contresens, de telle manière qu'un jour, il a pu en publier, je crois, un volume, tellement il les avait ramassés. Serge Grenier est le premier à avoir pressenti l'inépuisable richesse de la quétainerie québécoise avec les bonnes beurrées de beurre de pinot de son petit chaperon rouge. Il était une fois un petit chaperon rouge qui détestait sa grand-maman. Et sa maman aussi, étant donné qu'un jour, elle lui avait arraché un œil parce qu'il était trop croche. La grand-maman était bien malade. Elle avait attrapé le béri-béri, le chancre mou et 5 ou 6 syphilis. Tous les personnages de ces fameux contes de Perrault devenaient des méchants, des durs. Puis la grand-mère, c'est pas elle qui était forte. Le loup, c'est pas lui qui était fort. C'était la petite qui était forte. Alors, Serge était... Je pense que tout ce qu'il écrivait, il y avait derrière la tête, toujours latent, cette idée d'égratigner, de faire mal en faisant rire. Parce que je pense qu'il faisait beaucoup, beaucoup rire, Serge. Alors, le petit chaperon rouge continua sa petite bonne femme de chemin, but un peu d'eau dans le ruisseau qui coulait en cascade cristalline et écouta le frais gazouillis des volatiles rieurs. Un charmant petit moineau qui passait par là lui échappa quelque chose sur la tête. Le petit chaperon rouge était en beau joie le vert. Il grimpa dans l'arbre où était le nid de l'oiseau et d'un solide coup de poing, il fouera 3 petits bébés moineaux. Je veux dire, la méchanceté qu'il y avait là-dedans, jusqu'à écraser des petits œufs des volatiles rieurs. Tous les personnages de ces fameux contes de Perrault devenaient des méchants, des durs. La semaine prochaine, mes petits amis, j'aurai un joli conte érotique pour vous. Blanche-Neige et les 7 nains. C'est peut-être des nains, mais il est à 7. En 1974, Patrice Arbour et Bernard Carrez forment les Mimes électriques et mettent au point une forme d'humour très originale que l'on pourrait qualifier de mime sonore.
Les mimes électriques, il faut tenir compte de deux choses, c'est-à-dire il y a le mot mime, puis il y a le mot électrique. Alors, ils sont aussi dans une tradition de mime, parce que eux vont présenter des spectacles assez élaborés. Pas simplement des numéros, mais des spectacles assez élaborés. Ils étaient d'abord des virtuoses de leur bouche, de leur ruine babine du bruit, ça c'est vrai, ils étaient drôles aussi. C'était aussi un comique physique, parce que c'était pas juste des bruits qu'ils faisaient. Bon, ils habitaient la scène. Ils ont pris le bruit qui était en arrière-plan, puis ils ont fait passer l'avant-plan en arrière, puis il y a juste le bruit qui reste. Mais c'était quelque chose qui te permettait d'imaginer plusieurs choses. Et c'est vrai qu'ils ont théâtralisé le bruit. Ils lui ont donné ses lettres de noblesse. C'est un autre type d'humour. C'est un humour presque de cirque, un humour international qu'on peut faire autant à Monaco qu'à Tokyo, qu'à une émission de télé américaine. Alors, c'est dans une autre catégorie, ça. Et voilà! Et le burlesque! Un autre duo comique verra le jour dans les années 70. Il s'agit des Foubraques, composés de Jean Roy et de Michel Lauzière. Ils forment un duo à part dans le monde des humoristes. Ils ne sont ni jongleurs, ni musiciens, ni acrobates, mais en même temps, ils sont tous là. Mais les Foubraques, c'était la surprise, l'utilisation d'une aiguine, l'utilisation d'une pompe à air. L'humour absurde des Foubraques s'exprime également par le maniement d'objets incongrus, utilisés à des fins assez surprenantes. C'est des jongleurs de premier plan, alors donc on a des numéros extraordinaires qu'on fait sur scène, entre autres, il y a un bol, une assiette, puis éventuellement, on fait tourner une piscine, je veux dire, au bout d'un doigt. Les Foubraques n'ont pas fait petit. Pour la simple raison, je pense qu'il faut avoir un certain talent pour ramasser à peu près tout ce qui bouge et d'en faire des sons audibles et drôles. Ce qu'eux ont fait, c'est probablement les seuls. Ils sont uniques dans l'histoire de l'humour au Québec. Les mimes électriques et les Foubraques ont choisi de privilégier le geste. Marc Favreau, alias Sol, a plutôt choisi de jongler avec les mots. Je vous ai réunis pour vous dire que ça va mal, ça va mal, ça va mal, mais vous en faites pas, j'ai trouvé le bobo, c'est l'hôpital qui est malade. L'hôpital est congestionné, et je sais pourquoi. J'ai trouvé pourquoi, c'est parce qu'on cherche trop. On n'arrête pas de chercher, on cherche. On cherche des nouveaux médicaments. Et tout ce qu'on trouve, c'est des nouveaux virus. Le dernier qu'on a trouvé, le virus ambulatoire. C'était pas évident aller voir un spectacle de Sol. C'est très exigeant pour un public parce qu'il faut être extrêmement attentif, parce qu'il y a un propos, d'une part, mais la phraséologie et l'utilisation des mots est telle que si on se gratte la joue comme ça, puis on oublie 2-3 secondes, on va perdre d'abord le bon mot qu'il vient de dire, puis le sujet aussi, le propos aussi. Le personnage de Sol naît en 1958 à Radio-Canada dans le cadre de l'émission Bim et Sol, où Marc Favreau forme un duo avec Louis de Santis. Ensuite, il y a eu Sol et Bouton avec Yvon Dufour. Et finalement, Sol et Gobelet avec Luc Durand. Pourquoi ta platouille du charbon? Je broie du noir. Qu'est-ce que tu prends? Je fais la locataire. Qu'est-ce que tu fais? Je file un mauvais coton. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la localité. Sol a commencé lentement à jouer avec la langue, parce que les premières émissions de Sol à la télé, il n'y avait pas de jeu de mots. C'est pas des jeux de mots, j'appelle ça des allitérations. Marc Favreau se définit avant tout comme un caricaturiste. Il puise sa matière première dans l'observation de ses congénères et s'inspire des comportements sociaux qu'il juge absurdes, contradictoires ou aberrants. À partir de désormais, nos premiers soins seront les derniers. Nous nous contenterons simplement de soigner les grosses coupures. Et à ceux qui se mettront à crier « ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal », on leur appliquera des compresses budgétaires. Jacques Lecoq, qui avait été clown, lui, il disait « Marcel, on n'a qu'un seul clown dans sa vie. » Et curieusement, Marc, son clown, c'était le clown rouge. Ça n'était pas le clown blanc. Ça n'était pas celui qui mène. Ça n'était pas celui qui ordonne, celui qui donne les coups de pied au cul, mais c'était celui qui les reçoit. Les étudiants des cégeps et des universités des années 70 remettent en question les valeurs et le mode de vie de leurs parents. Le Collège Sainte-Marie avait, par exemple, une tradition fort importante, les spectacles de fin d'année qu'on appelait Parasco. Cette tradition a permis à de nombreux humoristes de faire leurs premières armes sur scène.
Nos maîtres à penser, nos idoles à l'époque, c'était Monty Python. Et là, aujourd'hui, tout le monde connaît ça, mais à cette époque-là, on parle des années 70, là, et puis on écoutait ça religieusement. On pouvait organiser notre horaire de répétition en fonction des diffusions de Monty Python parce qu'on n'avait pas de magnétoscope à l'époque. Et à ce moment-là, Monty Python, c'était une série télévisée. Attention, attention. Ce soir à 8h30, à l'école de Saint-Louis, un spectacle comique par une troupe de Montréal, la Quenouille Bleue. Les membres de la Quenouille Bleue montent plusieurs spectacles qu'ils présentent en tournée à travers le Québec. Pour que ce soit absurde, il ne faut pas qu'il y ait de plancher. Il faut qu'on efface le plancher en dessous de nos pieds. Mais d'un autre côté, il faut que ça ait une engeance, il faut que tu aies un fil d'Ariane. Puis il faut pas que tu le coupes, le fil d'Ariane. Puis le fil d'Ariane, c'est l'humanité de ton personnage, l'humanité de ta situation et l'humanité de ton propos. Et dans ce sens-là, il y avait une partie des sketchs de La Quenouille Bleue qui était absurde, qui donc partait de nulle part et qui nous envoyait on ne sait où, mais en même temps, c'était pas n'importe quoi et c'était pas gratuit. Attention, allez-y, Coco. Oh! 3 mots, 5 syllabes, 3, 6, 9, 4e mot, 3e syllabe, 3e mot. Il y avait des gars qui étaient venus, des gars qu'on connaissait pas, là, qui étaient venus voir le spectacle de La Quenouille et qui étaient allés voir Serge Thériault dans sa loge après, puis qui avait dit, nous autres, ici, on a une petite gang... on aimerait ça que tu viennes voir notre show, que tu nous dises ce que tu en penses et tout. Ces deux gars-là, c'était Claude Meunier et Jacques Grisé. Et Serge était allé les voir, puis après ça, Serge était revenu, puis il avait dit, écoutez, là, c'est vraiment bon ce qu'ils font. J'aimerais ça qu'ils embarquent avec nous. Alors, on s'est retrouvés 6, Jacques Grisé, Serge Thériault, Claude Meunier, Jean-Pierre Plante, Jacqueline Barrette, et on a écrit La Fricassée. Jean de la Fricassée, Horace et son perroquet, Jaco Jacquard! Un jus de tomate. Un jus de tomate. Un carré aux dattes. Un breuvage avec ça. Non, merci. Une pièce et 34 avec la taxe. Il y avait Jean-Pierre Plante qui avait créé un personnage qui s'appelait Ginette de la Table Ronde. Ça, c'était complètement hilarant. C'était Ginette et elle avait ses chevaliers de la Table Ronde. Pourquoi Ginette? Je sais pas. Demande à Jean-Pierre Plante, je suis sûr qu'il va dire « Je le sais-tu, moi? » là. Depuis le début du printemps, le noble et courageux Sir Lancelot est secrètement amoureux de la belle Sir Ginette de la Table Ronde. Serait-ce ce vieux pneu qui me parle? Oui, Sir Lancelot! Un triste sort m'a changé en vieux pneu! C'est moi! Sir Ginette! Moi, je jouais dans Les Nerfs à l'air en même temps que j'écrivais. Alors, je me retrouve donc à la première lecture, avant les répétitions, on fait une lecture des textes, et je joue dans le Party plate avec Marc Messier, avec Claude Laroche et avec Francine Touga. Ces personnages du Party plate ont été l'inspiration première des voisins. C'est pas le contraire, dans le fond. C'était un sketch où tu avais 2 personnes qui recevaient leurs voisins. Ouais. Moi, matin, j'ai sorti mes vidanges. N'as battu beaucoup? 3 sacs. Monsieur, t'as mis ça devant la maison? Je sais pas. Y en a-tu les vidanges? Ah, qu'est-ce que tu veux? Faut bien que les vidangeurs mangent, les autres aussi. Alors, à la première lecture avec les autres comédiens de la troupe, on se met à lire ce texte-là, et là, brailler.
Les acteurs, là, les 4 acteurs, les autres, le metteur en scène, ça a pris 1 heure avant qu'on aboutisse puis qu'on finisse de lire ce sketch-là qui faisait 8 pages, 8-10 pages. Là. Ça a pris 1 heure parce qu'on braillait de rire. On lisait une ligne, on riait 5 minutes, on en lisait une autre, on riait. On se disait, mais ça n'a pas de sens, ce numéro-là, ça n'a pas de bon sens. J'aimerais ça mourir avec toi. Ah, c'est le rêve de bien du monde. La génération de la Quenouille Bleue est née avec la télé. Bon, une génération scolarisée, elle affectionne le dérisoire et la dérision, et sa culture commune, bon, c'est celle de la banlieue. Dans un monde où on s'ennuie, la vie, c'est un show de télé plate. Après, on a fait une autre émission de télévision qui s'appelait La télévision du bonheur pour Radio-Canada, qui, elle aussi, était complètement absurde. Puis c'était peut-être même encore plus absurde que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Puis c'est pendant une réunion, à un moment donné, que Jacqueline Barrette a dit « Coudon, on est 6, et puis... on est vraiment des bols, alors on s'appelle les ciboles. Et puis ça, juste entre nous, on se disait, OK, on s'appelle les ciboles. La télévision du bonheur, c'était un regard sur la télévision. C'était vraiment la télévision qui se regardait elle-même. C'était un animateur de télévision qui lançait un concours de sosie, et le gars allait se faire une chirurgie esthétique pour être sûr de gagner. Mais je suis sûr que tous nos amis téléspectateurs, là, ainsi que nous tous en studio, là, mourront d'envie de constater du visou votre sosiserie. Alors, Fred, je vous en prie, ne nous faites plus languir, là, puis montrez-nous enfin mon vrai visage. Ah, OK, t'es prêt, là? Ah, oh, Fred, vous pourrez vous vanter de nous avoir... On s'attendait pas à ça du tout, hein? Alors, je pense que c'est une question de génération. Je pense que cette génération-là, qui a vu les téléviseurs rentrer chez eux, ne pouvait pas faire autrement à un moment donné que de poser un regard sur la télévision et sur les médias. Déjà à l'époque des ciboles, Claude Meunier est un humoriste fort actif. Il fonde avec Jacques Griset et Robert Morissette les Frères Brothers. Plus tard, le groupe se scindra pour former 2 nouveaux groupes, Paul et Paul et les Frères Brosse. Les Frères Brosse, c'est 2 fous en chienne blanche, je veux dire, qui pratiquent l'art de l'incohérence et qui, à l'occasion, peuvent imiter des poules pendant 10 minutes devant un public d'auberge de jeunesse qui est complètement second. C'est un comique, il parle, mais de façon frénétique. Il y a des visuels, des costumes, c'est assez élaboré. Ça n'a aucun sens. C'est un moment, tout à coup, qui a laissé peu de traces, mais qui a finalement peut-être transformé les gens qui étaient là à ce moment-là. J'ai hâte à minuit pour voir mes beaux petits cadeaux. Ça prend le nice dehors. Ça sent le Père Noël. Ça pense que c'est Noël. C'est pas honte de donner des becs à ma tante qui a des grosses moustaches. Pour moi, les Frères Brosse, là, c'était vraiment, là, bon, c'était avant, là, les Paul et Paul, et c'était, tout ça était en gestation, et c'était encore de l'humour, franchement, de cégep, de l'humour débile, un peu épais, mais très différent, par exemple, de l'humour qui, bon, venait des cours classiques. Hey, moi, j'ai eu le résultat du test de grossesse, là, mais c'est positif, je suis gros. L'arrivée de Paul et Paul, c'est une énorme roche qui a été lancée dans la mare, un pavé dans la mare, parce que avant, l'humour était un humour basé sur l'actualité. On a qu'à regarder la série des Bye Bye. Les cyniques, les Gérola, à une certaine époque, Yvon Deschamps, Jean-Guy Moreau. Tout était planifié en fonction de la réalité et avec un message derrière. Est-ce que c'est un problème de niveau à ce niveau-là? Et c'est quoi la question? C'est la vôtre, monsieur le parti. Eh bien, je pense que nous avons tout ici au Québec pour le cinéma. Comme par exemple, nous avons des écrans de la même grandeur que les films qui passent dessus. Hein? Et puis, au niveau du personnel, eh bien, nous avons des vendeurs de popcorn, des déchireurs d'étiquettes. Et puis même quand on connaît un cinéma où c'est le vendeur de popcorn qui déchire lui-même l'étiquette, on va oui. Et puis, ça ne lui est jamais arrivé de déchirer un morceau de popcorn pendant de mettre du beurre sur l'étiquette.
c'est cet humour qui arrive de nulle part, qui est l'humour d'une nouvelle génération. L'humour aussi, bon, ils ont été beaucoup influencés par Monty Python, par l'humour britannique, par le rock'n'roll américain. Alors, c'est une nouvelle vague et c'est ça qui fait la force. Mais il y a aussi le jeu, parce que s'ils n'avaient pas été capables de livrer ces textes-là, d'être des comédiens, d'avoir une présence sur scène, je sais pas ce que serait devenu Paul et Paul. Claude et Jacques ont fait Paul et Paul et Serge était metteur en scène ou œil extérieur. Puis finalement, petit à petit, ils ont dit, bon, ben là, tu sais, tu participes tellement, tant qu'à faire, monte donc sur le stage. Et il a fini par participer aussi comme comédien à Paul et Paul. Puis ils ont décidé de ne pas changer le nom puis de garder ça comme ça. Je vous parlerai maintenant de l'équipement de la boxe ou du boxeur. Ils sont les gants de boxe, les culottes, ce qui va dessous, les souliers et les bas. Donc, l'équipement est très compliqué, mais ses principaux sont les gants. Les gants, ce sont ceux que je porte dans le présent et puis surtout durant mes combats. C'est grâce à ces gants-là que je frappe mes adversaires et vice-versa. J'ai vu Paul et Paul au Théâtre de Katsou en 68, probablement 69, dans ces coins-là. Et je me souviens, celui qui a déchiré mon ticket à la porte, c'était Grisé, un des trois, qui étaient tous des inconnus à l'époque. Et celui qui m'a placé, c'était Serge Thériault. Et tout à coup, on les retrouvait sur scène, dans un humour qu'on n'avait jamais entendu au Québec. Mes chers amis, l'heure du référendum, je ne sais pas quand là ça va avoir lieu, hein, mais je pense que c'est une heure très cruciale. Et puis, malheureusement, j'ai pas eu le temps de prendre connaissance de la question. J'ai pas dit connaissance un petit ciel, hein? Alors, je pense que pour ça, le jour qu'ils vont nous demander de répondre oui ou non, il faudra plutôt répondre peut-être, quitte à se décider par après si on est se séparer en deux ou se fendre en quatre. Alors, c'est ça. Alors, c'est moi, oui, monsieur, allez-y, mettez-en. Ben, bon, Seigneur. Hein, monsieur Billard? En 1981, Radio-Canada rompt avec la tradition des bye-bye avec Bonne année, Roger, qui n'a pas le succès escompté, entre autres à cause d'un sketch de Meunier qui provoque une réaction outrée du public qui crie au racisme. T'as-tu besoin d'argent pour payer ton taxi? Hein? Mais non! Mais c'est pas mon taxi! C'est mon pharmacien, c'est Napoléon, mon nouvel ami. C'est noir. Ah oui? Ah bon? C'est pas grave, hein? Ça paraît pas. C'est une absurdité totale. Les gens ont tous pris ça au premier degré. Ça a été jugé comme étant un mauvais bye-bye. Pourtant, ça a été la première tentative, véritablement, de dédramatiser le phénomène de l'immigration au Québec. Est-ce que vous trouvez ça froid, le Québec? Un peu, oui. Voulez-vous que je monte le chauffage? Non, j'ai un peu chaud, même. C'est pas vrai. Voulez-vous vous mettre en bédaine? Non, merci. Ah oui, dehors! Ben voyons donc, mon bébé! Oui, maman, vous accompagnez, oui. Ah oui. Tribu. Ça vous dérange pas que je garde ma robe? Non, au contraire. Hein? Ben... Je pense que peut-être le problème de cet humour-là qui apparaissait à la télé, bon, c'était plus la même ambiance. Il y avait plus personne pour rire. Et s'il y a plus personne pour rire, tu sais plus. Et je pense que peut-être les téléspectateurs étaient un peu perdus et ne savaient plus où rire, donc ils riaient plus pantoute. Alors ils avaient besoin du mode d'emploi et on leur donnait pas à la télé. Hey, qu'est-ce que tu veux là, toi? Là? Veux-tu ouvrir? Ben tu veux qu'on t'ouvre? L'un ni l'autre. Ah, les gars, là, je vous trouve bien gentleman, à date, là. Il y a un règlement qui existe ici, là, qui s'appelle le règlement. Puis même si moi, ça me ferait bien plaisir de vous faire passer, là, le règlement, il va vous en empêcher. La différence entre les autres comiques et le comique absurde, c'est qu'avec le comique absurde, c'est pas tellement les acteurs qui doivent s'adapter au public, mais plutôt le public qui doit s'adapter aux acteurs. Mais Claude Meunier et Serge Thériault n'ont pas fini de faire parler d'eux. Ils reprennent leur personnage de maître de cérémonie en peau de vache qu'ils avaient créé dans Paul et Paul et se lancent à l'assaut des lundis des arts en tant que ding-dong. Les lundis des arts ont débuté au Club Soda, qui était à l'époque sur Avenue du Parc, le 21 février 1983. Alors, c'est une nouvelle boîte qui ouvrait et née cette idée-là de partir des soirées un peu comme à l'américaine, d'un comedy club, d'un club de comédie. Ils ont fait du ding et dong pendant longtemps, jusqu'au film aussi, que je trouve extraordinaire. Moi, je fais partie de ceux qui croient que c'est un film qui a marqué le cinéma au Québec. Ils sont venus de Montréal!
être le fun. C'est déjà le fun. Messieurs, on les accueille comme vous êtes capables. Ding et dong! Les lundis DAA, ça commence bien tranquillement. Dans le fond, c'est un lundi soir où personne n'a rien à faire. On est tous à l'époque, moi de même, où dans le fond, on aime ça sortir. Puis le lundi, il n'y a jamais rien. Fait qu'on se retrouve une gang de monde à suivre ces gens-là au Club Soda. Moi, j'en ai vu 3 spectacles au AA. Et vous dire comment les gens riaient, vous dire l'énergie qui sortait en spasme de rire, c'est quasiment incroyable. Je devrais peut-être pas le dire, mais c'était totalement illégal. Il y a eu 750 personnes dès le premier soir. Écoute, il y avait des gens debout sur le bord des fenêtres. Dès le départ, c'est quelque chose qu'on s'explique presque mal encore aujourd'hui, à quel point c'était instantané. Comme effervescence, comme succès. Ce que j'aimais, là, c'est cette espèce d'atmosphère de cabaret, de ici, on peut faire n'importe quoi, ici, tout est permis, sur scène comme pas sur scène. Suite aux nombreux succès remportés par les téléromans tels que Pension des moineaux et Le temps d'un ministre, on a décidé, nous autres mêmes, d'écrire notre propre téléroman. Question de prendre un break dans l'écriture, tu sais. Alors, pour le faire concurrence aux problèmes de pipe, de pépère et de déménagement de Monsieur le ministre, vous allez avoir l'occasion ce soir de voir le premier épisode du téléroman La Petite Vie. Papa et maman. Il l'a fait au AA. Et le lit vertical, sa fille qui appelle et puis qui finalement il ferme la ligne avant qu'elle laisse finir de parler. Le dialogue complètement déginglandé. J'espère que Thérèse va trouver chaussure à son pied, hein? Ouais, j'espère qu'elle ne trouvera pas le contraire. Bon, ben, bonne nuit, maman. Bonne nuit. Maman, hein? Je pense que j'ai le goût un petit peu, moi, là, toi. Moi aussi, j'ai le goût. Ouais, on s'en fera cuire demain matin. Ils avaient en poche 2 personnages extraordinaires. Donc, je pense que c'est des éléments qui convergeaient pour que tout le monde y trouve son compte et son plaisir. Mais les gars avaient à cœur aussi et de se produire et de créer. Puis ils avaient à cœur aussi de présenter d'autres humoristes au Québec. Honnêtement, il y a un certain lundi soir où Ding et Dong finissent en disant « La semaine prochaine, un tel et un tel. » Et des surprises, je comprends. On ne savait pas qui allait être là. Et on se mettait sur le téléphone et effectivement, on harcelait des gens pour qu'ils viennent et parce qu'effectivement, c'était pas si simple que ça à alimenter. On n'a pas une grande tradition d'humour absurde au Québec. Je pense que les grands de l'absurde, c'est peut-être Meunier, peut-être le premier, à vrai dire. Son thème, c'est l'incommunicabilité. Tous ces personnages sont des espèces de personnages autistiques. Hein. Ils sont complètement dans leur monde. Ils se rendent compte de rien. Et ils déconnent complètement. Et ils sont des losers, mais ils sont persuadés que Sylvain Saguenay et tous ces espèces de personnages qui n'ont aucune culture, qui déforment les mots, qui les dénaturent. Mais ils ont une fierté là-dedans. Ils se sentent bien là-dedans. Il a un regard sur le monde qui est le regard de sa génération. Il ne prend pas au sérieux, même les choses que moi, malgré tout, je continue à prendre au sérieux. Il le prend peut-être à cœur, mais différemment. Il y a une espèce de capacité de distance qui vient de cette génération-là. Je pense qu'il faut sortir du vieux tabou que le rôle de la femme, c'est juste d'être dans le foyer. Maintenant, la femme n'est pas juste associée à une balayeuse. Elle a le droit de faire de l'autonomie et d'avoir des idées qui sont propres. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Alors, vous, c'est en tant que femme que vous êtes ici? D'une certaine façon, oui. Mais surtout parce que le théâtre va me permettre de crever l'abcès de farfelu et d'art et lettres que j'ai en moi. Meunier a saisi toutes les observations, toutes les nuances, nos travers et nos hypersensibilités à des stupidités comme sortir les déchets, à quel jour on va sortir les ordures, parler à son sac à vidange. Ça existe pour vrai, ça. OK, une petite joke pour commencer. Une fois, c'était 3 sacs à vidange dans le port de Montréal, OK? Le premier, il dit à l'autre, il dit « Moi, je viens de France, fait que je fais le restant de fromage. » Ça, c'est pas une joke encore. Le deuxième, il dit « Moi, je viens de Chine, fait que je fais le restant de egg roll. » Tu sais, les affaires roulées, là. Le troisième, il dit « Moi, je viens de Colombie. Je peux pas vous dire de quoi je suis plein, mais j'ai hâte de voir la face du pusher, mais qui se rend compte que je fais le mauvais sac. »
c'est tout à l'honneur de Claude Meunier, en particulier, d'avoir pu adapter aussi bien dans une télésérie, enfin dans un téléroman, un produit qui marchait déjà très bien sur scène. C'est pas toujours le cas. Il y a des trucs, il y a des numéros qui fonctionnent très bien sur scène, puis après ça, on les passe à la télé, il manque quelque chose. Et lui, ce passage-là a été réussi à la perfection. La structure même de l'émission, évidemment, est une structure à l'américaine du sitcom avec une intrigue principale, une intrigue secondaire, peut-être dissonant en 3 actes. Et bon, alors effectivement, je pense que c'est une convergence de ces 3 éléments-là pour en faire un cas unique. Ces personnages se parlent sans rien dire, mais le rien est tellement rempli de ce que Claude Meunier perçoit dans le vide qu'il y a entre ces personnages-là. Timé dans La Petite Vie, c'est pas un simple qui pense pas ce qu'il dit. Bien au contraire, il pense tout ce qu'il dit à un moment, qui lui répond d'ailleurs sur le même ton. En fait, bon, dans un contexte plus réaliste, si on prenait la même scène au pied de la lettre, ça deviendrait une scène de ménage classique où maman se plaint toujours de la même chose. Il me semble qu'on fait jamais des choses ensemble. Ne me quitte pas, laisse-moi devenir l'ombre de ton ongle, la narine de ton nez, le nez de ton chien, le chien de ton fusil, le fusil de ton magasin. Je comprends pas le cap de ma roue, dans la C'est comme tu veux. Maman, tu comprends pas, Ben, pour lui, c'est un trip physique uniquement. Oui. Je pense pas que c'est plutôt le contraire, hein? Non, mais il y en a des gens qui sont déséquilibrés, maman, tu sais. Ah, pour ça, des coups, ils te plantent là, à un moment donné, hein? Je reviendrai, c'est tout. Des coups, je suis plus là, moi, des coups, je pratique une jeune de 20 ans, hein? Oh, toi, mon écran, quand je te vois jamais avec une aveugle. C'est de la culture populaire. Au fond, c'est le papa et la maman, c'est la fille, c'est le gars, c'est le niaiseux. Tous ces gens-là existent dans la société québécoise, pour pas se raconter d'histoire, mais ils sont amplifiés. Et l'amplification, la distance, comme je disais tantôt, crée l'absurde. C'est atroce, c'est épouvantable ce qu'ils peuvent se dire dans le quotidien. Mais pousse-les tous les deux au bord du précipice, puis c'est effrayant. Papa, il a besoin de maman, puis maman a besoin de papa. Puis menace-les l'un et l'autre de se perdre, puis c'est effrayant. Ils ont peur. On devrait peut-être passer une petite fin de semaine dans le Nord, là, Ben, certain, vas-y en fin de semaine, moi j'irai l'autre après, OK, là, hein? Salut, bébé, salut. Non, Timé. Il y a donc chez ces humoristes de l'absurde un sens parfait de nos défauts et de nos qualités, et ça va au cœur de notre culture. Dans La Petite Vie, là, il faut bien comprendre que le personnage qui incarne le gros bon sens, c'est le gérant de Caisse populaire, interprété par Marc Labrèche. Tous les autres sont plus flyés que lui. Et nous accueillons notre concurrent pour la 2e semaine consécutive, M. Rénal Pop-Paré. Bonsoir, M. Paré. Elle est là-bas, oui, la bamba! Elle est là-bas, oui, la bamba! Elle est là-bas, elle est là-bas, oui, la bamba! Elle est là-bas, Vous êtes en forme, M. Paré? oui, ça a l'air à ça, oui. Marc Labrèche n'avait pas attendu La Petite Vie pour plonger dans l'absurde. Dès son entrée à Beau et Chaud comme chroniqueur, Marc Labrèche s'est fait un devoir d'enfreindre toutes les règles de l'art. En fait, en allemand, le mot truit ou truit là, pour les puristes, désigne environ 266 personnes, actions ou objets, dont le ragoût de boulettes, le savon à lessive, les bas golf, sortir à la sortie 46 de l'autoroute des Cantons de l'Est et donner 5 piastres à sa femme pour qu'elle s'achète une robe pour l'automne. Aussi, on utilise le mot truit pour parler de personnes comme Dalida, Jack Nicholson et Toto Gingras. Pour moi, c'est l'espèce de fou furieux qui fait des monologues sur Yolande et sa grenouille à l'émission Beau et Chaud, et il y a à peu près, 15 ans de ça. Et là, effectivement, on était dans l'humour absurde, on était dans le délire total. Et pour moi, ça, c'était Marc Labrèche. Avec Marc, on dirait que on est toujours en situation d'instabilité. Ce qui fait que si on réagit uniquement au premier degré, on devient victime. Eh mon Dieu! C'est horrible, mais c'est à la fois éducatif et incohérent. C'est nous, ça! On a du plaisir, on a du fun. Bon, mettons un terme à ça immédiatement et allons rejoindre la salle de nouvelles de TQS pour un bout sérieux. C'est certainement l'artiste le plus déconcertant avec lequel j'ai travaillé. Et probablement le plus talentueux aussi. Parce qu'avec son génie comique, son sens de l'absurde,
Et il réussit à démontrer que la forme peut être différente du contenu. Tout le monde a parlé de cette campagne qui, apparemment, fut plate. Tous les éditorialistes s'entendent là-dessus, le public aussi. Il semble quand même que le résultat va être plus excitant que la campagne. Ça peut être assez Ah, mon Dieu! Faut le faire quand même, venir une conversation avec... Ah, puis il fait un show en plus. Ah, ben c'est bien ça. Avez-vous trouvé la campagne si plate que ça? Très difficile de se concentrer. Benoît, vous, avez-vous trouvé la campagne plate? Ça m'a pris 3 semaines pour comprendre où était le niveau d'humour dans cette émission-là. Ce qui fait qu'à chaque soir, je rentrais à la maison et je disais à ma femme, c'est fini. Je comprends rien à cette émission-là, ça va nulle part. On rit de moi pendant les meetings, on rit de moi pendant la livraison de mon éditorial. On va connaître les 2 finalistes du Super Bowl du 31 janvier prochain à Miami. Et Nostradamus est ici, en le choix, ici, entre les Jets de New York. Moi, je suis très Ça vous intéresse pas, non, là? pas du tout. Je voyais le savant agencement de l'habitacle. C'est ça qui m'épate. Non, je ris pas de vous. Non, mais j'adore le football. Bon. Et finalement, au bout de la 3e semaine, parce que ma femme me disait, non, tu comprends pas, tu comprends pas, tu comprends pas. Et finalement, j'ai compris. Quand que tu jouais premier degré dans cette émission-là, ça devenait une catastrophe. Quand tu comprenais que ça pouvait se passer au 2e et au 3e degré, ça devenait absolument inattendu et extrêmement intéressant. À 20h06 et ça, 6 minutes, pardon, et ça, je pense que c'est un record de vitesse. La fin du monde annonce que si la voyante se maintient, le prochain gouvernement sera un gouvernement péquiste majoritaire. Mets ça dans ta pipe, Bernard. La soirée des élections, on a réalisé, je pense, toute l'équipe ensemble, quelque chose qui n'avait jamais été fait. On a même scoopé Radio-Canada pour le score. Oh, tout d'abord des nouvelles des jumelles Labrèche. Vive la démocratie! Vive la Grèce! C'est ça. Eh bien, le Québec a vécu aujourd'hui une journée historique, alors que toute la province est allée voter pour élire son 36e. Pas 36 déjà? 36e. 36e gouvernement déjà? 36, oui. T'es-tu renseigné pour ça? Je me suis renseigné! Moi, j'ai fait les jumelles Hood. La seule journée où Marc n'a pas travaillé, c'est moi qui l'ai remplacé à pied levé. Il était malade cette journée-là. Et j'ai voulu tenter l'expérience. Alors, je l'ai fait à 2, les jumelles Hood. Lui, il le faisait à 3. J'ai trouvé ça épouvantable à 2, parce qu'il faut le faire séparément. Chacun des numéros est fait séparément. Et à un moment donné, quand il faisait le 3e, il doit tenir compte de l'intervention de 2 autres personnages sur un moniteur de télévision. Ça prenait une bonne partie de l'après-midi pour réaliser ce court segment-là. C'est ce soir le moment de révélation. Je suis excité à la mort. Oui, à la mort. Nous, le peuple, avons pris une décision. Qui c'est qui reste ou prend le bord? Peu importe si t'es blanc ou t'es noir. Quand tu es dans l'isoloir, tu fais ton X pour Charest du Mont-Bouchard. Tu es une superstar, comme Tex le corps. Tu le sais, comme J'avais lu en quelque part qu'il y avait, je pense que c'est une girafe qui faisait des prédictions sur les matchs de soccer en Afrique. Trouver une girafe est assez difficile en hiver au Québec, surtout en crise de verglas. Alors, on est allé dans une animalerie, on a choisi une souris qui est devenue, à la suggestion de c'est Richard Goyer qui avait trouvé le nom Nostradamus. Ah, c'est brillant. Mais c'était une soirée qui aurait dû être ratée à la fin du monde, et c'est celle dont j'entends le plus parler 2 ou 3 ans plus tard. Les gens me demandent, puis Nostradamus va bien. Elle avait la caractéristique, au moment de la répétition, de faire une performance remarquable, et à chaque fois en direct, cette souris-là a gelé complètement. Pire, d'ailleurs, la première fois, elle a sauté sur la brèche chez moi, et on a eu l'air de 2 moumounes, parce qu'on a fait « Ah, la souris !» sur nous autres. Et on a vraiment eu l'air fou. On se sauvait de la souris. Il a fallu la ramener timidement avec la queue, comme ça. On était où déjà dans l'entrevue? Vas-y. Ah! OK, Les Jets de New York! C'est un succès! À la fin du monde, on laissait une totale liberté de création et chacun y allait avec sa personnalité. À preuve, il y a peu d'émissions qui auraient pris le risque de présenter les chroniques complètement folles de Bruno Blanchet. Bruno Blanchet demeure pour moi un extraterrestre qui a été envoyé sur la Terre pour nous étudier. Lorsque vous vous présentez devant un patron, ça ne sert à rien de s'énerver. Ah non, ça m'énerve pas pantoute. Non. C'est déjà fait avant. Hein, tu m'énerves pas pantoute. Il ne faut pas non plus être trop détendu. Ouais, on peut rentrer demain, pas de trop. Tantôt, on peut commencer tout de suite.
Il ne faut jamais oublier que ça ne sert à rien d'exploser. La question là, que se pose Bruno Blanchette, bon, c'est plus là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est qu'est-ce qui n'est pas télé? T'es qui, toi, que je pensais que t'allais être autre chose? Je suis un organe de ton corps de géant. Pourquoi tu t'es déguisé en testicule? Non, non, je suis pas des testicules. Oh! Ha, ha! Ticule, ticule, je gesticule! Nous vivons toujours dans un monde absurde. Et ce qui est absurde en ce moment, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on vit dans un monde absurde. Faut arrêter la machine! Aïe, aïe, donc! L'absurde, c'est la vérité. Hein? C'est une vérité exagérée. Si c'est pas une vérité, c'est plus absurde et c'est plus drôle. 2000 ans! Comme mon Baptistin tout de suite! Jimmy, te rappelles-tu comment on s'aimait au début, hein? Hey, tu passais des heures à dire que tu m'aimais. Mais j'avais pas de char dans ce temps-là. Debout les comiques, debout les poétiques, les beaux physiques, les politiques et les cyniques, brisez les tabous. Debout les comiques, debout, racontez-nous vos histoires de fous, étonnez-nous, consolez-nous, brisez les